Alors, bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence virtuelle. Donc, c'est la dernière conférence virtuelle de l'année 2018 dans le cadre du partenariat MACSF Softcode. Alors, aujourd'hui, on va vous parler avec le docteur Galland et le docteur Chanzy du top 5 des indemnisations les plus élevées en chirurgie orthopédique hors rachis. Alors, ce sont le top 5 issus des dossiers MACSF sur la période 2012-2017. Alors, je vous précise aussi que vous pouvez poser vos questions sur le chat dans le pavé à gauche de l'écran. Donc, on s'efforcera d'y répondre au long de notre présentation. Je vous précise également qu'on vous enverra par mail une attestation de formation, donc à l'adresse mail que vous avez remplie lors de votre inscription. Dans les jours qui vont venir, à la condition, donc cet envoi sera automatique pour ceux qui ont suivi en direct et en intégralité le webinaire. Je vais laisser le docteur Galland et Chanzy. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Donc on va aborder 5 dossiers et n'hésitez pas et surtout envoyez-nous des questions, des messages. Le but de ce webinaire, c'est que ce soit interactif et productif pour nous tous. Bien, écoutez, oui, 5 exemples, plutôt les 5 indemnisations les plus élevées ont été sélectionnées. Je crois que le plus simple, c'est de démarrer directement dans ces indemnisations, ou plutôt dans ces sinistres, car ici, on a dépassé la déclaration pour aller dans le sinistre. Allons-y donc. Donc, ce premier dossier, il s'agit d'une femme de 50 ans qui avait une fracture à bascule postérieure du poignet qui a été opérée par un chirurgien de façon tout à fait conforme, des suites opératoires simples, l'ablation des broches, et puis lors d'une manœuvre rééducative, survenue brutale d'un défaut d'extension, donc lésion de l'appareil extenseur du premier rayon. La patiente a consulté immédiatement, n'a pas vu le chirurgien qui l'avait opéré, mais un autre praticien qui a estimé qu'une intervention chirurgicale en urgence s'imposait. Et il avait été prévu une chirurgie, donc une greffe du long extenseur du pouce au détriment du petit palmaire. Il y a une confusion entre le petit palmaire et le nerf médian, à l'origine donc d'une section nerveuse qui a été suturée avec des séquelles. S'en est suivi une algodystrophie, donc toute la question médico-légale, la section nerveuse doit-elle être considérée comme une insuffisance technique ou un accident médical? Nous n'avions pas tellement de biscuits pour nous défendre, il s'agit à l'évidence d'une insuffisance technique. Concernant l'algodystrophie, nous avons essayé de mettre en avant que l'algodystrophie était d'origine multifactorielle. Néanmoins, force est de constater qu'au décours de l'intervention chirurgicale princeps et de l'ablation de matériel, il n'y avait pas d'algodystrophie. Donc l'expert a pensé à juste titre qu'une section relevait d'une maladresse. Il relève un défaut d'information qui n'a pas lieu d'être, à savoir l'absence d'information sur le risque neurologique lorsqu'on prélève un petit palmaire. Normalement, on ne doit pas être confronté à ce type de complications plus que rarissime. Il estime que l'intervention était précipitée, à savoir qu'il n'y avait pas d'urgence à opérer cette patiente, et il en est découlé des préjudices relativement importants que Margot va nous détailler. Alors, donc effectivement, l'expert a retenu différents préjudices. Déjà, il a estimé que le dommage était une paralysie sensitivo-motrice complète du nerf médian au poignet. Alors, il a retenu un DFP de 10%. Le DFP, c'est le déficit fonctionnel permanent. C'est les troubles dans les conditions d'existence. Un retentissement psychologique, puisque la patiente est désormais suivie sous traitement anxiolytique. Alors, la patiente, elle était salariée et elle a été licenciée. Hein, donc, il lui a été proposé trois postes professionnels et au final, elle n'a pas eu de possibilité. Donc, elle a fini par être licenciée. Donc, il y a d'importants
PGPF, donc ce sont les pertes de gains professionnels futurs, j'y reviendrai sur la diapo suivante. Et puis l'expert a évalué des souffrances endurées à 3 sur 7 également. Vous allez constater que tous ces préjudices représentent des sous, mais néanmoins, l'expert a globalement sous-évalué l'ensemble des postes de préjudice, car un déficit fonctionnel permanent pour une atteinte sensitivo-motrice complète du médian à 10%, entre guillemets, c'est vraiment pas cher payé. Et dès lors qu'il y a une répercussion psychologique, dès que vous allez avoir une expertise en psychiatrie, on est entre 5 et 8%. Donc, malgré que la facture soit élevée, l'évaluation était relativement sous-évaluée. Ça va venir, la facture. La facture va venir. La facture va venir. Vous voulez débattre un petit peu sur les préjudices ou on les fera après? On termine le vous laisse dossier finir. Alors, je termine juste ce dossier, puis on discutera après des problématiques. Sur la conclusion juridique, donc c'est un dossier où on a eu, donc vous l'avez vu, un rapport d'expertise défavorable. Donc on a un avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation, un avis CCI qui a été défavorable également. La Commission a retenu une maladresse chirurgicale, donc non contestable pour la Commission, avec une absence d'information sur les alternatives et les risques. Pourquoi? Parce que donc un défaut d'information a été retenu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été retrouvé le document d'information dans le dossier par l'expert, d'où l'importance bien conserver ces pièces pour vous dans vos dossiers médicaux. Et puis la Commission a retenu également que les soins, donc par rapport à ce qu'avait dit l'expert, réalisés étaient non urgents. Donc ils auraient pu être décalés pour être réalisés dans des conditions plus favorables. Alors, à la MACSF, on a choisi de s'engager dans la voie amiable avec un protocole transactionnel qui a été signé avec la patiente. Alors, ce protocole, donc vous l'avez vu, c'est un dossier qui a coûté au total 102 854,75 €. Alors, à chaque fois, les indemnisations vont se diviser en deux. On va avoir une indemnisation qui va être pour le malade, pour le patient, et une indemnisation, ce qu'on appelle la quittance des organismes sociaux. Donc là, dans ce dossier, on a une quittance, donc on a versé à la sécurité sociale en remboursement des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques engagés, la somme de presque 20 000 €. Et puis, il a été versé à la patiente, j'arrondis à environ 75 000 €. Pourquoi? Parce que on avait une assistance par tierce personne pour cette patiente. Donc, ça a été chiffré avant consolidation à 5 heures par semaine et après à 3 heures par semaine, ce qui fait qu'on lui a versé une enveloppe d'environ 11 000 €. Après, le déficit fonctionnel permanent de 10% qui a été retenu, eh bien, c'est chiffré à 11 000 €. Je vais vous donner les principaux postes. Les souffrances endurées ont été évaluées à, je ne sais plus combien, 3,5 sur 7. Eh bien, financièrement, ça se traduit par 6 500 €. Un préjudice d'agrément également, puisque la patiente ne pouvait plus faire de jardinage. Donc, il lui a été alloué la somme de 3 000 € à ce titre. Et puis, 25 000 € à titre d'incidence professionnelle également. Et puis, des pertes de gains professionnels actuelles. Je vous laisse la parole pour débattre du... Juste pour finir cette histoire, en fin de diapositive, vous voyez qu'il y a une expertise complémentaire qui a été ordonnée. Elle a eu lieu la semaine dernière, j'y ai été présent, pour une demande d'aggravation où la patiente a allégué une arthrose sur un membre allégué non fonctionnel. Naturellement, il n'y a eu aucune aggravation retenue. Voilà. Ceci étant, on peut quand même dire que je ne sais pas ce que faisait le métier, quel était le métier de cette dame, mais l'indemnisation n'est pas catastrophique comment dire. Elle aurait pu être beaucoup plus importante ou plus importante. Son métier n'était peut-être pas un métier... Son métier, elle était agent spécialisé dans les écoles maternelles. D'accord, donc c'est un métier où on gagne quand même moyennement sa vie, plutôt puis, faiblement sa vie. Plein, Et elle était déjà d'un certain âge, je pense. Eh bien, la patiente avait, je crois... Elle avait la soixantaine. Ouais, 50 ans. Mais elle a retrouvé un métier plus sédentaire. Et elle a retrouvé un métier plus sédentaire. Petite note sur le préjudice exceptionnel, le préjudice, comment dire, l'exception, on dit que c'est en deçà, je pense que vous seriez d'accord, de 1% pour les experts. Donc, c'est ce préjudice exceptionnel qu'on peut noter sans le détailler, mais au-dessus de 1%, il vaut mieux dans le consentement éclairé, ou du moins dans l'information délivrée, en faire état. L'information exhaustive. Confondre le petit palmaire et le médian, comme on disait quand j'étais étudiant, c'est classique mais rare. C'est-à-dire que
C'est très rare, mais ça arrive, quoi. C'est pas le premier que je vois. On imagine un déficit complet. Il est vrai que ici, on a quelque chose de mesuré, malgré des sommes importantes. Avez-vous des questions sur ce premier dossier qui puisse être soit médical, soit médico-légal? Non, pas de questions? Non. Alors on va passer au suivant. Bon, alors on espère qu'on va vous intéresser plus avec le nouveau dossier, parce que là, vous n'êtes pas très participatif. Il est vrai que le Je premier... laisse le docteur Galland, qui sera sûrement un meilleur acteur que moi pour présenter ce dossier. Le premier dossier, cette section peut paraître assez évidente dans la condamnation, en tout cas, ou dans les postes de préjudice étant ce qu'ils sont. Là, on a quelque chose d'un peu plus sophistiqué, dirons-nous. C'est une patiente de 68 ans qui a un varus du genou gauche à 8 degrés 8 et qui, en 2010, bénéficie d'une prothèse unicompartimentale interne avec initialement des suites simples. 2 mois après, elle a des vives douleurs et on dépiste sur une scintigraphie essentiellement un décèlement de la pièce tibiale. Sur la gonométrie, on voit que cette pièce tibiale a été mise quand même avec un valgus de 18 degrés, ce qui est quand même dans le défaut de positionnement, même si on sait qu'une prothèse unicompartimentale interne n'est pas toujours évidente à poser, relativement important. Et elle est reprise en 2011 pour une totalisation de la prothèse de genou. Et on est obligé, 3 ans après, car cette prothèse de genou ne va pas, de changer cette prothèse totale et de la passer en prothèse charnière, et ce, à cause d'un valgus important fémoral de 10 degrés dans la prothèse précédente. Alors, cela pose, puisqu'il y a eu plainte et expertise, le problème de l'obligation de résultat, parce que même si on a une prothèse un petit peu mal posée, 18 degrés initialement, 10 degrés dans le carter fémoral secondairement, doit-on absolument mettre les prothèses de façon orthogonale ou parfaite? C'est une question, l'appréciation de l'expert. Et puis, il y a une importance aussi dans la communication et dans la reprise de la patiente qui s'est mal passée apparemment ici. Donc, on va voir maintenant les postes de préjudice. Hélas, nous n'avons pas, il nous a demandé si on a les clichés, nous n'avons pas les clichés Malheureusement, nous ne les avons pas que dans cette séance. la patiente a gardé. C'est à moi. Juste présenter. Pour donner donc les conclusions de l'expertise, une erreur technique a été retenue avec donc une absence de clémence de l'expert et pour la première intervention, où il est vrai il y avait quand même 18 degrés, mais aussi pour la seconde intervention avec un valgus de 10 degrés sur une reprise chirurgicale. Sur le déficit fonctionnel permanent, on a mis en avant l'état antérieur de la patiente qui présentait une pathologie lombaire invalidante. On a néanmoins obtenu des préjudices relativement lourds, à savoir un déficit fonctionnel permanent de 15% après 2 reprises de prothèse de genou, soit 3 interventions. Souffrance endurée 4 sur 7, ce qui est logique lorsque il y a eu 2 reprises chirurgicales. Ce qui a coûté relativement cher, c'est la tierce personne avant et après consolidation. Le préjudice d'agrément avant qu'il est, pour info, quand vous ne pouvez plus faire de pétanque, on vous indemnise de 2 500 €. Le bricolage. Ah, c'est là-dedans, c'est le bricolage. Donc, je laisse Margot vous parler de l'indemnisation. Donc alors ici on n'a pas eu de procédure, c'est directement une demande amiable qui nous est parvenue par l'intermédiaire de la patiente. Donc on a mis en place une expertise amiable contradictoire et donc l'expert a retenu un manquement à l'encontre du praticien, comme le docteur Chanzy vient de vous parler. Et donc on s'est engagé sur la voie transactionnelle. Donc un protocole transactionnel a été signé en 2015. Donc dans ce protocole, la somme donc au total de 107 308,53 € a été versée dans ce dossier.
Encore une fois, on a une partie pour les organismes sociaux. Ici, c'était tout ce qui est remboursement de toutes les prestations qui ont été servies suite aux soins fautifs qui ont été délivrés par le médecin. Donc là, on a versé environ 10 000 € en remboursement de ces frais aux organismes sociaux. Et à la patiente, il a été versé environ 69 000 €. Comme dans le dossier précédent, un important déficit fonctionnel permanent, donc à hauteur de 20 000 €. Et puis aussi une tierce personne avant et après consolidation, donc qui se chiffre à peu près à 16 000 €. Et puis, à noter également dans ce dossier que l'expert a retenu des FLA, donc c'est les frais de logement adaptés. Il a fallu une adaptation du domicile de la patiente pour tout ce qui est douche, escalier et toilette. Et donc, on a versé une enveloppe de 10 845 € en indemnisation. Voilà, alors je crois qu'on a une question, c'est le même... Est-ce que c'est le même confrère qui a réalisé la mise en place des deux interventions? La prothèse unicompartimentale et la prothèse totale ont été réalisées par le même confrère. La reprise avec une prothèse charnière par un autre chirurgien. Donc, avez-vous des questions dans ce dossier où il faut mettre en avant d'une part une information importante sur les prothèses unicompartimentales qui peuvent donner des résultats tout à fait satisfaisants, fort heureusement, mais le plus souvent, mais aussi quand ça marche pas, et ben ça va pas du tout, même s'il y a un défaut de pose. Quand après la reprise chirurgicale, où est la grande question qui se pose, je ne parle pas pour les 18 degrés, mais où est la limite, le seuil de tolérance sur une pose qui n'est pas parfaitement conforme? Est-ce 5 degrés, 4 degrés, 8 degrés? On a tous des prothèses posées avec 10 degrés de valgus ou varus, on n'en est pas fiers, mais pour autant, les patients ne vont pas si mal que ça, voire sont même très contents. Oui, ça pose donc ces problèmes de plus en plus, maladresse technique, erreurs techniques qui n'étaient pas tellement apparentes dans les expertises il y a une vingtaine d'années, qui sont de plus en plus sur le tapis dans les prothèses, avec les experts actuellement. C'est quand même un petit peu gênant. On est de plus en plus contraint quand même de vérifier. La radio, ça existe, y compris en péropératoire. Alors on peut se tromper sur la première fois. Il y a cette notion de perte de confiance fait que la reprise, avec encore une erreur sur le positionnement de la pièce fémorale, entraîne la perte de confiance et la reprise par un troisième chirurgien avec quand même une prothèse charnière, ce qui n'était pas... On est parti donc d'une prothèse unicompartimentale à une prothèse charnière. Ça peut arriver à tout le monde. Et personnellement, des choses un peu identiques me sont arrivées. Ceci étant, dans la reprise, il faut vraiment être à son meilleur, en quelque sorte, et vérifier, notamment la bascule fémorale, c'est quand même quelque chose où on peut être entraîné, surtout lorsqu'on met la pièce en force et sans ciment, par exemple. Faut vraiment être... La deuxième fois, on a moins de droit à l'erreur, quand même. Parce que là, on a la perte de confiance sur la troisième, et c'est très... D'abord, on peut l'avoir sur la première, mais sur la troisième, enfin, là, on est sûr de la mise en cause. Marco, des commentaires particuliers? C'est vrai que 18 degrés, c'est difficilement tolérable. C'est la raison pour laquelle, avec naturellement l'accord du sociétaire, nous avons entrepris une expertise amiable et nous n'avons pas voulu, nous avons voulu à tout prix éviter CCI et TGI. Nous allons donc passer au troisième dossier. On va retourner voir le nerf médian avec une patiente de 47 ans qui présente des douleurs au niveau de son poignet droit, un électromyogramme qui retrouve une compression du nerf médian dans le cadre d'un syndrome du canal carpien droit après traitement médical optimal, décision de neurolyse. Les suites immédiates sont simples, mais la patiente, elle lègue des douleurs persistantes et un déficit de la sensibilité du pouce. Vous devinez la complication survenue qui est une lésion de la branche ténérienne qui a été sectionnée. Une intervention pour réparation du névrome sera nécessaire.
dans ce type de complication qui est relativement fréquente, toute la discussion médico-légale porte sur le caractère fautif ou non fautif. Est-ce une insuffisance technique? Est-ce une maladresse? Est-ce qu'un chirurgien doit maîtriser tout son geste? Toujours cette fameuse obligation de moyens et non de résultats. Nous mettons naturellement en avant, il s'agissait d'une technique à ciel ouvert par Mini Open. Nous mettrons en avant naturellement qu'il y a des variantes anatomiques inconnues du chirurgien qui favorisent ce type de complications. Nous avons eu un expert extrêmement clément, la suite l'est beaucoup moins, car l'expert a considéré que la prise en charge était conforme aux règles de l'art et qu'il s'agissait cependant d'une affection iatrogène liée à la difficulté de sectionner le ligament annulaire antérieur du carpe. Il faut garder en mémoire néanmoins que ces conclusions sont exceptionnelles. Il est en général admis que ce type de complications surviennent dans le cadre de l'accident médical non fautif lorsqu'il s'agit de chirurgie de reprise et non de chirurgie de première intention. Les troubles sont des troubles sensitifs au niveau du pouce, avec les douleurs neuropathiques accompagnées, qui représentent donc un déficit fonctionnel permanent de 10%. Les souffrances ont duré 3 sur 7, ce qui est logique, une reprise chirurgicale. Donc c'est pour ce dossier-là où il y avait le jeu de pétanque. Exactement. Donc la personne ne pouvait plus jouer à la pétanque et a donc eu une indemnisation à hauteur de 2 500 €. Ça fait cher le cochonnet. Et il y a eu des préjudices suite à l'inaptitude au travail qui ont été assez conséquents. Margot va vous en parler. Avant, il y a une question du docteur. Cette situation est fréquente, non. Cette situation, on a fait une revue de la sinistralité dans le canal carpien au sein de la mutuelle. Et donc, sur une centaine de dossiers, on a eu de mémoire 13% de complications de ce type. Donc ça, 13% des réclamations, hein, c'est pas 13% heureusement de la chirurgie du canal carpien. Donc c'est une cause de réclamation qui n'est pas exceptionnelle et avec le défaut d'information pour l'algodystrophie, c'est la complication fautive numéro 2 après l'algo mal informé. Est-ce que, question, notamment dans les reprises, l'échographie pourrait être un secours en préopératoire? Alors, moi, je suis un chirurgien orthopédiste généraliste, donc je ne fais pas du tout cette pratique. Néanmoins, l'échographie est de plus en plus à la mode pour la réalisation de la chirurgie du canal carpien et surtout en cabinet, ce qui est très dans le vent actuellement. Donc, je pense, mais c'est un avis personnel et non scientifique, que ce serait, à mon avis, effectivement un plus. Une sécurité. Mais faut-il encore avoir la compétence de faire une échographie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et tout ça, on revient toujours sur la formation nécessaire. Margot, à toi, qu'est-ce que tu nous as fait, Margot? Est-ce que c'est quoi là? Un glissement. Nous revenons. Alors, non, pas de panique. Ne partez pas, hein. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais on va revenir. Tu sais un peu? Vous nous voyez? Oui, alors, mais on voit plus l'écran. par contre, Tu sais ouais, comment on a plus le sujet. Bruno, tu sais? Pour appuyer sur... La caméra, non? C'était un PowerPoint, c'était quoi? Il est où votre truc? Présentation, c'est ça? Non. C'est là, je pense que c'est là. Voilà. Non, voilà, excusez-nous. Donc, Margot, après ces maladresses, revient vers vous pour répondre aux questions. Faut-il faire moins de mini-open? Il est vrai que nous en discutions tout à l'heure avec le docteur Galland. Dans les accidents médicaux reconnus comme insuffisance technique et autres, enfin fautifs en clair, les mini-open ont la palme d'or. Globalement, il y a peu d'endoscopie, mais c'est le mini-open en numéro 1.
Après, on remarque que c'est classiquement les chirurgiens les moins habitués. Plus on fait un geste chirurgical, mieux on sait le faire. Il est vrai que les chirurgiens de la main ont moins de sinistralité que les chirurgiens généralistes, et c'est dit sans aucune méchanceté, car je suis et je me revendique chirurgien généraliste. Il y a une autre question, peut-être que vous pouvez, docteur Galland, y changer. Alors, je vais laisser le docteur Galland parler un peu. Oui. L'échographie risque de soulever d'autres problèmes. Et peut-on voir la branche sténarienne à l'échographie? Je suis content que tu aies ton temps de parole. Alors, oui, ça soulève d'autres problèmes, et effectivement, il semblerait que on ne la voit pas toujours, et que première question, peut-on opérer avec l'échographe? Donc ça nécessite une formation particulière, et le docteur Chanzy a bien insisté sur le fait que les mini-open, là on est sûr de ne pas le voir finalement, alors qu'en endoscopie, il semblerait qu'il y ait très peu d'accidents, parce que pour avoir quand même vu quelques images de certaines techniques sous endoscopie, l'image est quand même bien, belle, et permet de contrôler, avec une magnification optique et un grossissement, la zone. Donc, j'évoquais l'échographie parce qu'elle est à la mode, et que je posais la question au docteur Chanzy si dans l'expérience de ce qu'il a vu passer, c'était, disons, une des solutions. Ça ne peut pas nuire, mais ça ne peut pas forcément donner la sécurité la plus complète. Ça ne donnera pas le 100%. Ouais, Pour répondre à la question, je crois que si la branche sténarienne, par un échographiste habitué, est vue, maintenant quand c'est sur une reprise où il y a de la fibrose, je serai moins catégorique, mais je pense que oui. Je ne le signerai pas, mais je le pense. Alors tout cela, combien ça a coûté, Margot? Alors sur la conclusion juridique de ce dossier, donc c'est un dossier qui est parti en CCI. Donc on a eu un rapport d'expertise, vous l'avez vu, qui est favorable, qui retient une affection iatrogène. Pour autant, la commission a tranché défavorablement à notre sociétaire. Elle a estimé que la prise en charge était fautive. Et elle a même considéré que la section du nerf doit être considérée comme une maladresse fautive de la part du chirurgien qui doit maîtriser son geste. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas nécessairement d'obligation de résultat, mais la commission n'a pas on y arrive, effectivement. Jugé comme ça. Donc on a été ensuite assigné au fond. Donc ça veut dire que après la procédure CCI, la patiente a décidé d'engager la voie judiciaire. Et donc, dans la mesure où on avait un avis défavorable, on a choisi la voie, encore une fois, transactionnelle, donc, pour indemniser cette patiente. Donc, ce dossier a coûté 198 794 €. Alors, il a été versé aux organismes sociaux en remboursement des frais engagés, environ 8 000 €. Et puis, pour la patiente, une indemnisation qui est très élevée, de 185 000 € à peu près. Pourquoi? Parce qu'on avait, on a déjà un DFP, donc je rappelle, c'est les troubles dans les conditions d'existence, qui a été chiffré à environ 15 000 €. Mais surtout, cette patiente, elle a été licenciée puisqu'elle n'a pas pu reprendre son poste. Alors, pas uniquement liée à cette pathologie, parce qu'elle avait une polypathologie également aux épaules, ce qui ne lui permettait pas d'avoir d'activité avec ses deux mains. Donc, pour le coup, il lui a été versé d'importance ce qu'on appelle les PGPF, selon la nomenclature d'Intiac, ce sont les pertes de gains professionnels futurs. Donc, il lui a été versé 153 586 €, donc pour pallier à ce licenciement. Voilà. Je vous laisse discuter. Oui, il faut quand même avoir en tête qu'avec, depuis 2006 et l'apparition de la nomenclature d'Intiac, qui s'est progressivement installée à la fois dans les tribunaux, dans les CCI, puis au TGI, et maintenant de plus en plus au tribunal administratif comme référence. Les postes de préjudice sont répartis en postes préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et ils sont au nombre de 22 à 29 selon qu'on intègre certains préjudices et autres, ce qui a considérablement augmenter les indemnisations. Ici, il n'y a pas trop d'assistance de tierces personnes. Là encore, c'est un poste qui a beaucoup flambé avec les 35 heures,
puisque grosso modo, dans les postes les plus lourds, là où il fallait 3 personnes, il en faut 4 dans une assistance quotidienne. Et donc, finalement, l'indemnisation du problème purement chirurgical, souvent, n'est pas le poste le plus important. Le poste le plus important, c'est parfois la sécurité sociale dans son action récursoire, qui maintenant est, de par la loi, systématique, et également ces problèmes soit de tierces personnes, soit de perte de gains futurs et de préjudice d'établissement. Par exemple, si vous empêchez un étudiant de 25 ans d'avoir son master qui aurait conduit à la possibilité qu'il soit avocat et au barreau, par exemple, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que dans une autre position. Voilà, ce sont des exemples volontairement démonstratifs. Les préjudices qui coûtent plus cher que les préjudices corporels en tant que tel, voilà. c'est sûr. Donc on va retourner sur le genou et sur les complications infectieuses du genou, docteur Galland. Bien, une patiente de 80 ans qui a une arthrose fémoro-tibiale droite et qui, en 2010, après un échec d'ostéotomie tibiale, a eu dans le même temps opératoire l'ablation de matériel et la prothèse totale de genou. Et puis en post-opératoire, elle a une fracture du plateau tibial externe. M4, donc c'est au 4e mois. Hein. En fait, je te coupe parce que la diapo n'est pas très claire. Oui. Elle a eu une fracture du plateau tibial en paire opératoire où il n'y a eu aucune restriction particulière, aucune décision de reprise, un appui complet autorisé et finalement, au 4e mois, on a une reprise. Donc douleur, forcément. On peut comprendre, c'est des situations sur lesquelles il n'est pas facile de décider, hein, quelquefois. Ça dépend de l'importance du plateau de la fracture qu'on n'a pas ici, malheureusement. Et au 4e mois, reprise pour fracture de ce plateau tibial externe, problème mécanique, et pose d'une prothèse charnière, et puis malheureusement, écoulement cicatriciel post-opératoire, et encore plus malheureusement, une reprise tardive, ou étiquetée comme telle, pour persistance de l'écoulement, antibiothérapie et transfert en centre de rééducation avec écoulement persistant, nombreuses interventions, dont la dernière au final, une arthrodèse en 2 temps. Alors, on va voir donc, ce qui s'est passé c'est un réellement. dossier qui a coûté relativement cher, mais avant de parler sous, la discussion déjà, la fracture du plateau tibial en tant que telle n'était pas une maladresse, mais un accident médical non fautif, mais il avait été reproché au chirurgien de redonner un appui. Le traitement orthopédique sans appui pouvait se concevoir, ou une stabilisation par ostéosynthèse avec un appui plus précocement autorisé chez une dame de 80 ans pouvait aussi être discuté. Mais laisser repartir la dame en appuyant, ça n'a pas été bien vécu par l'expert. Puis après, comme vous l'avez constaté, devant un écoulement cicatriciel, il n'y a pas eu de réactivité, mais un attentisme qui n'est pas acceptable, et naturellement, la clinique n'a pas manqué de nous le faire savoir lors de l'expertise. On mettra néanmoins en avant qu'il y avait une obésité morbide, que c'était un genou multi-opéré. Cette dame fumait par ailleurs, qui étaient des facteurs favorisants. Mais tout ça n'a pas suffi. Et au final, il a été retenu donc un défaut de prise en charge de la fracture, une prise en charge tardive et non conforme de l'infection, à l'origine de préjudices lourds, puisqu'il a été retenu à l'encontre du praticien une perte de chance de 80%, ce qui est énorme. Les préjudices, le déficit fonctionnel permanent est à 25% et ça commence à faire des sous. Les souffrances endurées ont été quand même évaluées de façon vraiment à la hausse, car 5,5 sur 7, c'est énorme. Pour les profanes, 7 sur 7, c'est en gros 1 an en réanimation. Préjudice esthétique permanent, logique quand on a une arthrodèse, et chez une dame de 80 ans qui a une arthrodèse, lui proposer une aide non médicalisée 2 heures par jour est logique. Donc tout ça a coûté relativement cher.
Margot, tu vas nous C'est- détailler les Oui. sous. Donc c'est un dossier qui a coûté au total 237 851 euros. Alors on a eu un rapport d'expertise défavorable et la CCI a suivi l'avis de l'expert. Il a été retenu une perte de chance de 80%. Parce que soins non conformes aux règles de l'art dans la réalisation tant du geste opératoire que la prise en charge des suites opératoires et également la prise en charge de l'infection initiale. Pour la CCI comme pour l'expert, ces manquements sont à l'origine de la réalisation de l'arthrodèse en 2 temps. Donc la perte de chance de 80%, c'est d'éviter cette arthrodèse en 2 temps. Par contre, on est dans une infection et la responsabilité de plein droit de l'établissement, sauf là, puisque la responsabilité de la clinique a été exclue, parce que l'expert comme la commission n'ont retenu aucun dysfonctionnement dans l'organisation du service. Donc un protocole, encore une fois, a été signé avec la patiente. Alors, il a été versé donc beaucoup à cette patiente, presque 200 000 euros, parce que déjà on avait d'importants déficits fonctionnels temporaires, donc avant consolidation, mais également après consolidation. Donc on a versé au total environ 40 000 euros pour ce déficit fonctionnel. Après, on a eu un préjudice d'agrément aussi qui est à noter parce que là, l'expert a retenu un préjudice d'agrément qui était, donc c'est une patiente âgée, c'était la perte de vie sociale. Donc c'est assez modéré. Pour autant, il lui a quand même été alloué 5 000 euros pour ce préjudice. Il y a également, donc important aussi, poste de préjudice, c'est l'assistance par tierce personne. Donc chiffré à avant et après consolidation, donc à peu près 80 000 euros a été versé pour l'assistance par tierce personne. Et puis on a quand même versé plus de 40 000 euros au RSI, donc en remboursement de tous les frais médicaux et pharmaceutiques qui ont été engagés sur le soin litigieux. C'est tout ce qui était appareillage. Il y a eu beaucoup de rééducation aussi, beaucoup d'actes infirmiers, d'actes de transport et puis de consultation et de biologie. Pour répondre à la question, ou plutôt effectivement à l'étonnement, pas tant que ça si on compare avec une branche scénarienne, effectivement pas tant que ça, mais tout est dans l'âge et les répercussions professionnelles. L'âge, 80 ans, espérance de vie encore 8 ans. Donc l'indemnisation n'est pas l'identique que s'il s'agit d'une femme de 40-50 ans. Cette dame de 80 ans, naturellement, n'a aucune activité professionnelle. Donc si on enlève les répercussions professionnelles, comme on le disait tout à l'heure, il y a 2 choses qui coûtent cher, c'est le remboursement des frais médicaux, donc les créances CPAM et les répercussions pro. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire plusieurs choses. Tout d'abord, vous voyez, là, le praticien est fautif. Alors, je vais revenir un peu sur pourquoi il est fautif et comment il aurait pu ne pas l'être, et les conséquences qu'il y aurait eu à ce qu'il ne le soit pas. Alors, sur le plan pratique, pour ceux qui ont le courage d'être encore avec nous et qui étaient hier à Orthorisque, je vous renvoie à l'excellente communication de Philippe Boirenou sur les prothèses, les reprises de prothèses, notre psychologie à ne pas voir l'infection, la nôtre est plutôt à voir celle des autres, les attitudes à avoir immédiatement, quel que soit l'âge, le contexte dans une infection et le rôle majeur des infectiologues. Vous ne devez plus jamais traiter vous-même seul ce type d'infection. Et si elle aurait pu, cette dame, pour des tas de raisons, avoir malheureusement le même résultat fonctionnel, avec le même déficit fonctionnel à 25%, un DFP à 25%, mais si vous n'aviez pas été en cause, à ce moment-là, elle relevait de la solidarité nationale et de l'ONIAM. Elle aurait été indemnisée peut-être moins favorablement, parce que les critères, les barèmes de l'ONIAM ne sont pas toujours d'une totale générosité, mais en tout cas, elle n'aurait rien coûté, si ce n'est en défense, à votre assurance. Voilà ce que je voulais dire. Pour répondre aux questions, la prise en charge médicale préalable avait été conforme. Il n'y avait pas d'injection de corticoïdes récente, de corticothérapie récente, locale. Théoriquement, l'idéal serait de faire une maigrir les patients avant de les opérer, mais à 80 ans, ce n'est pas chose facile. Je profite de cette évaluation qui est relativement chère pour rassurer
les sociétaires de la MACSF, car des bruits courts, ce ne sont pas que des bruits, que certaines compagnies d'assurance remercient leurs sociétaires lorsqu'ils ont un gros sinistre. Nous avons un esprit mutualiste et nous avons, pour parler crûment, jamais viré quelqu'un parce qu'il avait fait preuve de maladresse ou d'une erreur de prise en charge. Cela est interdit par nos grands principes de mutualisation. Le CRIOA a-t-il été contacté? Eh bien justement non, autrement nous n'aurions pas eu une évolution aussi défavorable, et cela me permet d'introduire un grand projet qui va se réaliser à la MACSF et dont nous sommes tous très heureux de vous annoncer, qui sera effectif en début d'année prochaine, à savoir que une ligne sera dédiée à l'ensemble de nos sociétaires orthopédistes et anesthésistes pour tout ce qui est de la gestion d'une infection du site opératoire, dans l'urgence naturellement. Nous sommes toujours présents pour les infections chroniques, mais la réponse pour les infections chroniques, c'est aller voir un CRIOA, on n'est pas dans l'urgence. Mais dans l'urgence, savoir gérer un épisode aigu, faut-il opérer, ne pas opérer, antibiotique, pas d'antibiotique. Un chirurgien, un infectiologue d'un CRIOA sera à votre écoute 24 heures sur 24, répondra à vos questions et sur la conduite à tenir par mail afin que vous ayez une traçabilité et vous ne serez plus seul face à ces fameux staphylocoques dorés. Question, que l'assuré soit fautif ou pas en cas de litige, la prime d'assurance augmente-t-elle? Comme je vous ai répondu sur les remerciements, il en est de même concernant les primes. Il est évident que si un sociétaire a 15 sinistres graves dans l'année, on va se rapprocher de lui, pas forcément augmenter sa prime, mais se rapprocher de lui pour lui demander que se passe-t-il, parce que tout le monde a des soucis dans une vie et des soucis privés ont des répercussions sur notre attitude professionnelle, on fait des erreurs, on en a tous faites, donc la prime n'est pas augmentée par principe, loin de là notre philosophie, tout comme j'insiste encore sur les remerciements. Avant de passer au dernier dossier qui, à notre grand désespoir, est très court, vous le constaterez pourquoi. Y a-t-il des questions? Non, je ne peux que réabonder sur la bonne connaissance de la filière en cas d'infection, la filière de décision. Je décide, je ne décide pas seul, est-ce que j'envoie au CRIOA? Donc, généralement, c'est plutôt réservé aux reprises, mais bon, dans le doute, on aura donc un filtre intermédiaire, si j'ose dire, un élément de réconfort supplémentaire pour les sociétaires de la MACSF, et ça c'est très sécurisant, et surtout par mail. Là encore, on vous écrit par mail parce qu'il faut tracer. Je rappellerai que de plus en plus, il faut vraiment tracer vos dossiers. Ce n'est pas une attitude défensive, c'est une organisation. Et en particulier, puisqu'on l'a évoqué, les consentements éclairés, il existe l'information, le consentement éclairé, on en a parlé aussi à Orthorisque, pour ceux qui feront la web formation, ils pourront y avoir accès également. Mais il existe donc des systèmes maintenant proposés pour améliorer la gestion et la conservation de cette information. Donc pour finir, une histoire, une lésion relativement simple qui s'est terminée de façon dramatique. Un homme de 60 ans qui a un accident de travail avec une classique rupture du tendon quadricipital. Il y aura une suture du tendon quadricipital qui sera réalisée avec des suites immédiates très simples. Une prescription d'anticoagulation est faite en post-opératoire immédiat, mais va cesser au 4e jour par crainte de la survenue d'un hématome. Le patient sortira sans anticoagulant. Il est revu néanmoins à la consultation de contrôle un mois plus tard, tout va bien, et quelques jours après, alors que son mobilisation devait prendre fin une dizaine de jours plus tard, il va décéder d'une embolie pulmonaire massive. Donc, l'importance du risque thromboembolique veineux en l'absence de prophylaxie, donc c'est là-dessus qu'on a essayé de jouer pour avoir uniquement une perte de chance.
ainsi que les facteurs aggravants. Néanmoins, moi, je pense qu'à travers ce dossier se trouve une réflexion que l'on doit avoir, c'est une checklist de sortie. Même si on est chirurgien orthopédiste, qu'on n'y connaît rien, on sait tous qu'une immobilisation, une chirurgie du membre inférieur, comme celle du tendon quadricipital, doit obliger à une immobilisation. S'il y avait une checklist, je pense que ce patient ne serait pas décédé. Donc, à défaut d'avoir des checklists recommandées par nos sociétés savantes, que nos assistantes puissent avoir une checklist systématique, chirurgie du membre inférieur, ordonnance d'anticoagulant donnée, oui, non. Et si non, se rapprocher du chirurgien peut éviter cet arrêt d'anticoagulant qui à la base n'était pas futé quand on a peur d'un hématome, mais ça aurait été rattrapé le jour de la sortie et 24 heures plus tard. Donc, naturellement, on nous a retenu une perte de chance qui n'est que de 75%. On aurait pu avoir plus. L'expert, naturellement, a reproché un défaut de prise en charge post-opératoire et un défaut de surveillance, car à la consultation de contrôle à 1 mois, il n'y a pas eu de réactivité. Un Doppler fait en urgence aurait peut-être pu sauver cet homme. Avant d'aller aux histoires dessous. Oui, avant d'aller aux histoires dessous, on peut rebondir là-dessus quand même. 2 éléments, 3 plutôt. Les angiologues, ça sert à quelque chose. Alors, l'ennui, c'est qu'avec la prise en charge rapide ou même l'ambulatoire, on n'a pas immédiatement accès à eux comme un petit peu avant où on avait des hospitalisations de 3-4 jours, où on pouvait s'assurer qu'à la sortie, on n'ait pas de thrombose. Il a quand même des facteurs de risque qui sont l'immobilisation et une obésité majeure. Même si on avait oublié, par extraordinaire, l'anticoagulation, un contrôle angiologique intermédiaire n'aurait pas été inutile. Je dis même s'il avait été oublié, des cas comme ça, il faut quand même les surveiller. Ça me permet de faire une légère digression un petit peu sur ce qui se dit maintenant sur les prothèses de genoux, sur l'aspirine équivalent à la décoagulation. Soyez prudents, petite parenthèse, sur des effets de mode et les études en double aveugle étrangères, non pas qu'elles ne soient pas valables, mais je rappelle que ce qui s'applique en France, ce sont les recommandations françaises et pas celles, aussi abondantes soient-elles, non validées ou extérieures. Et puis je vous laisse la place pour justement évaluer un préjudice important. Pour répondre à une question, dans tous les cas, quand il y a une complication, l'expert va trouver toujours des éléments à mettre en cause. Non, ça ce n'est pas vrai. Bon, c'est certain, il y a le même pourcentage d'imbéciles partout, il y en a 20% dans la population française, on en retrouvera 20% chez les experts, où ils veulent condamner à tort ou pardonner aussi à tort. Quand il y a faute, il y a faute. Mais la majorité des experts vont fouiller le dossier, ça c'est certain, vont éventuellement mettre en situation parfois de façon peu élégante le chirurgien ou un autre praticien en situation un peu compliquée de par sa question pour voir justement sa réactivité, mais ils ne tirent pas dans les coins. Et il ne condamne pas, il ne remet pas en cause, ou plutôt si, il remet en cause, mais il ne condamne pas forcément. C'est une nuance importante. Un dernier élément important dans un cas comme celui-ci, c'est qui prescrit les anticoagulants. Alors, le chirurgien, l'anesthésiste, peu importe. La question est que dans les protocoles d'entente entre les uns et les autres, il faut que les choses soient parfaitement définies et écrites. Alors, ce que tu dis est parfaitement vrai, il faut tout protocoliser, qui prescrit quoi. Néanmoins, cette question se serait posée si le patient avait eu en post-opératoire une anticoagulation jusqu'à sa sortie et après un oubli. Là, on se dit, l'anesthésiste a peut-être une part de responsabilité, en sachant qu'au bout de 48 heures, l'anesthésiste n'a plus rien à voir dans la prise en charge du patient, grâce à leur société savante.
Là, en l'occurrence, le chirurgien a décidé d'arrêter l'anticoagulation parce qu'il a peur d'un hématome. Donc, c'est lui qui a stoppé la prescription, qui était probablement celle de l'anesthésiste en post-op. Oui, Donc, on n'avait pas grand-chose à reprocher à l'anesthésiste, à notre grand désespoir. Alors, pour compléter ce que vous disiez, docteur Chanzy, sur l'expert, hein, l'expert se doit d'être impartial, donc pour autant, il est obligé de fouiller un peu le dossier. Et puis, il établit effectivement des préjudices et des responsabilités, mais c'est derrière la CCI ou la juridiction qui déterminera réellement si responsabilité il y a ou non. On a des juridictions qui ne vont pas suivre, comme les CCI, qui ne vont pas suivre ce que disent les experts. Alors, pour terminer sur ce dossier, donc c'est un dossier qui a coûté 308 784 €. Donc, on a eu un avis, du coup, là, qui a suivi les conclusions expertales. Alors, il y a une question, je crois, juste parce que je vois que vous réagissez. Il vaut mieux rester classique et mettre un anticoagulant, quitte à avoir un hématome qui peut se laver avec moins de conséquences préjudiciables. Complètement. Il ne faut pas réinventer la chirurgie, il ne faut pas réinventer les règles de prévention et je partage tout à fait votre avis. La glace, l'anticoagulation reste d'actualité et si ça ne va pas, on peut toujours aller faire un petit nettoyage au bloc, que ça ne mange pas de pain, surtout lorsqu'il s'agit d'une rupture d'Achille, c'est pas comme une prothèse. Une rupture du quadriceps, pardon. Alors, la CCI a retenu qu'en contradiction avec les règles de bonne pratique, le patient a bénéficié de ce traitement anticoagulant uniquement sur une période de 3 jours, qu'il est sorti sans traitement anticoagulant et qu'il y a eu une consultation de suivi 1 mois après l'intervention et que là, le chirurgien, encore une fois, n'a pas contrôlé ni prescrit l'anticoagulation. Donc, la CCI a estimé que la prise en charge de ce médecin était fautive. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Galland? On n'a pas dit qu'il était décédé. Si, décédé. On l'a dit. Il est décédé. Voilà, je m'excuse. Mais on a beaucoup parlé technique, donc il est décédé, c'est un cas particulier. C'est un patient qui est décédé, effectivement. Ça me permet de faire une transition parce que malheureusement, ce patient est décédé. Donc, il y a beaucoup de postes de préjudice de la nomenclature d'Intiac qui ne vont pas être évalués ici. Donc, on a fait une transaction avec les ayants droit de ce patient. Donc, une indemnisation a été octroyée donc, sur la base d'une perte de chance de 75% aux enfants. Donc, ce patient avait 4 enfants, qui leur a été attribué au titre d'un préjudice moral 15 000 € chacun. À l'épouse, il a été attribué environ 35 000 €, 22 500 € au titre d'un préjudice d'affection, et puis ont également été remboursés tout ce qui est frais d'obsèques et avocats qui ont été mis en œuvre dans ce dossier. Et puis, on a une grosse créance, parce que là, ça fait à peu près 90 000 € et une grosse somme a été versée aux organismes sociaux, donc à la sécurité sociale. Alors, ce patient est décédé, mais l'accident initial est un accident du travail. Alors, il peut lui être versé dans ce cas-là ce qu'on appelle une capitale rente accident du travail. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la sécurité sociale, l'enveloppe qui va être versée aux ayants droit de ce patient décédé, c'est à peu près 800 000 €, avec une part qui va être prise en charge par la sécurité sociale qui était à hauteur de à peu près 300 000 €. Donc, nous, on a pris, vu que notre sociétaire était fautif, 75% de ces 300 000 €. Donc, on a versé à peu près 215 000 € aux organismes sociaux pour réparer le préjudice. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, il faut simplement ajouter, bien connaître, malheureusement, cela arrive, le décès, l'orthopédie et le décès, ce n'est pas forcément synonyme, mais la nomenclature d'Intilac a rajouté ces préjudices moraux et d'affection qui peuvent être relativement élevés, bien sûr, lorsque la famille est grande et lorsque le sujet est jeune. C'était déjà le cas puisqu'il travaillait encore. Il y a en matière d'assurance également, notamment en matière d'assurance vie, il y a des courbes de survie. Je crois qu'il avait 60 ans de mémoire et donc il a eu un défaut de ne pas vivre ce qu'il aurait dû vivre. Et ça donne l'assurance, il y a de l'argent au bout. Il y a des primes au départ et puis il y a des conséquences. 300 000 €, c'est quand même très important. Oui. Alors, pour conclure, vous avez quelque chose à rajouter? Non, le mot de la fin, Marc. Alors, juste le mot de la fin. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà, c'était un sujet particulier, on en est conscient, mais c'était aussi pour que vous ayez conscience de toujours garder à l'esprit qu'en matière d'indemnisation, on n'a pas que le préjudice corporel du patient qu'on indemnise derrière. On a surtout, comme le disait le docteur Galland tout à l'heure, beaucoup de préjudices patrimoniaux qui peuvent s'élever, vous l'avez vu, très haut parfois.
Donc voilà, j'ai écouté, je n'ai rien à rajouter, hein. On va vous souhaiter une excellente soirée. Bien, bonne soirée Et à puis tous à et puis bientôt. bonne fin de Merci congrès d'avoir et été là à bientôt pour un prochain webinaire. Sur l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.